C'est dans la partie septentrionale du Congo que le district de Bunji se situe. Il regroupe 32 villages avec une population environ de plus de 20 000 habitants. Saint-Benoît, sa ville administrative, est située à près de 500 km de Brazzaville, la capitale du Congo. Créée par les missionnaires de l'Église catholique vers les années 1900, la ville de Saint-Benoît est arrosée par la rivière Alima. Cet emplacement n'est pas un fait du hasard, mais un choix des missionnaires qui s'explique par le simple fait qu'à l'époque, seules les voies navigables permettaient aux colonisateurs et aux missionnaires de circuler dans tout le pays. Ainsi, bâtie au bord de la rivière Alima, la mission de Saint François Xavier était comme un trait d'union entre la mission de Leketi et celle du Tsambito. Mais avec le temps, l'ambiance morose au niveau des missions de Radégonde et Notre-Dame a poussé les missionnaires de l'Alima à consentir plus leurs efforts sur la mission de Bunji, déjà prometteuse. C'est le 10 janvier 1900 que l'église Saint-François-Xavier de Bunji fut fondée par Monseigneur Ogouar. Monseigneur Ogouar akisemife ebe dimbe divwe walundo poyo ayeta dolongori ayota olongo melelele wa mais edi la petite va fo nomo to diva orika ongo olongo mu adu siape mi shulo olongo pe wal mundu bengo ajo biawa mwenenzo ayai ayotene la Monseigneur Ogouar wanonga tsengeyi ware tsenganga wano kalo penga beli kala msiaba wa nambo kunja njambe enge finyi menebe diambele tsengala njambe ngambi vili kumungwa yaki sok bongo njammi kiele lo longa ngabo wano kumanonda wale mwenenjo bon wakembi akubi nge wo mujangali yoki ala msiopa beba ura wale keti ba tamana le keti wakisho yala muru ya jo onzale wu bia we tu boufe wajwalu urlo yali ayo passa la mission. Ma grand-mère m'avait dit Mbonzi, beaucoup de bras, beaucoup de branches, et si vous êtes originaire de Bunji, si vous n'êtes pas parenté de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, vous êtes esclave. Donc, c'est par là que j'ai compris que je dis Mbonzi, beaucoup de bras, beaucoup de branches, et chaque branche porte ses feuilles et ses fruits, mais qui sont toujours liés sur un même tronc d'arbre. Donc, Bunji, c'est comme ça, là. Bunji est constitué de Tégué, Mboshi de Ngaye, Mboshi de Tsambitso et Mboshi de Ngolo. En venant de cette Radégonde, Monseigneur Ogouar avait dit il faut songer à tout le monde, fonder la mission de Bunji. C'est à Bunji que Monseigneur Ogouar, pionnier de l'évangélisation de la partie nord du Congo, fonda une mission catholique dont le but principal était la formation de la conscience chrétienne. Malgré les limites d'une œuvre humaine, nous rendons grâce à Dieu pour ses pères de l'évangélisation du Congo. Bunji est la cité de la rencontre entre nos cultures ancestrales et l'Évangile. Grâce à l'œuvre de Monseigneur Ogouar et des religieux et religieuses,
la culture catholique a orienté la vie des peuples. Les débuts de l'évangélisation furent extrêmement difficiles à cause de la méfiance de la population. Les distances, le refus du ravitaillement, les difficultés de langue, aucun document n'existait, il fallait tout deviner. Les prêtres, les frères et les religieuses ont tous payé de leur vie, souvent dans la pleine jeunesse, victimes du climat, des grands fléaux du passé, du paludisme, des privations, de l'isolement, de l'incompréhension et de l'échec de leur action. Le catéchisme Mboussi est l'œuvre du père Jean Prat. Sur cette série de sacrifices, le père Jean conclut que ils avaient sémé dans les larmes pour que d'autres puissent moissonner dans l'allégresse. Ce choc entre les deux cultures, la religion catholique et ses principes, et la tradition Mbouchi et ses us et coutumes, donnait lieu à plusieurs interrogations. Tout le monde n'avait pas du tout aussitôt cru à l'évangélisation des missionnaires. Pour certains, l'évangélisation n'était qu'une autre forme de colonisation. Ils avaient du mal à abandonner tout ce qui, depuis des millénaires, constituait leur mode de vie. Voilà pourquoi ces premiers missionnaires, dès leur arrivée, ont eu des grands ennuis à se stabiliser. Si à Bundji, la première église en paille avait pris feu en plein jour, s'emplouer suite à une foudre, à Radegonde, le père Pédron avait vécu l'enfer. Ce dernier, lors de ses descentes, avait été attaqué par un buffle qui l'a blessé avec ses cornes à la poitrine. Aussi, faut-il parler de la croix de la chapelle qui a été foudroyée. Le catéchisme, l'éducation des jeunes noirs a joué un grand rôle dans l'évolution de l'Afrique en général. Bien qu'elle ait été le point de départ de l'évangélisation, l'éducation a permis au fil du temps aux Africains de s'ouvrir au monde, de réclamer leur identité et leur indépendance, mais aussi d'écrire leur propre histoire. Sans nul doute, les premiers intellectuels africains ont été formés dans les écoles missionnaires, donc sous le contrôle de l'Église. L'école catholique de Bundji en est un exemple. Les missionnaires venus pour répandre la bonne nouvelle ne pouvaient l'exécuter seuls. Ils avaient besoin des gens qui pouvaient lire et écrire pour les accompagner dans l'accomplissement de cette tâche. Aloma fut le premier catéchiste catholique. Parce que c'est lui qui a compris français, il a traduit le Moshi. Et on lui a donné aide catéchiste, il a fait le catéchumène aussi. Mais arrivé devant, comme on connaît qu'on va de gauche à droite. Si vous partez au bain, tu n'arrives pas au puits, il y a la pluie, tu dois toujours te laver. Mais se trouvant dans un monde où personne n'avait jamais entendu parler de l'alphabet français, les missionnaires étaient obligés de commencer par là, la formation des jeunes indigènes. L'enseignement à Bundji, la tête c'est les prêtres. Ils avaient bien fait l'enseignement. On était pendant la guerre de 1939-40, il y a eu le problème de guerre dans le Bas-Congo. On va donc fermer les écoles à Brazzaville et partout ailleurs là-bas. Les écoles catholiques. L'école ouverte du catholique, c'était le nord du Congo. On va donc ouvrir un concours pour toutes ces écoles-là. Les bons élèves qui vont réussir à ce concours-là vont aller à l'école où, à ce concours, le premier élève avait brillé. Et le premier élève ici chez nous, c'était
Daniel Gassongo, présenté par l'abbé Kakou à cet examen. Il est sorti premier. Maintenant, on a ouvert le centre des études catholiques. On les a ouverts ici, à Bunji. Liranga, Central de Gondo, Makwa, Forousset, toutes ces écoles là-bas, envoyaient les enfants à partir du CM1, CM2, ici, à Bunji. Il y avait le cardinal Emile Biayenda, l'écrivain Patrice Léonie, et beaucoup d'autres. Pour retenir les jeunes catéchumènes en fin de leurs enseignements, les prêtres mettaient à leur disposition des métiers tels que la maçonnerie, la menuiserie, la couture et la mécanique. Ces missionnaires partaient aussi de temps en temps dans les villages environnants à la recherche des jeunes filles, et celles dont les parents accordaient l'autorisation étaient ramenées à la paroisse où elles devaient suivre le catéchisme, la couture, la broderie et les métiers de cuisine. Ces jeunes filles étaient prises en charge par les sœurs franciscaines, missionnaires de Marie, arrivées à Bunji le 23 juillet 1910. Aujourd'hui, j'ai 85 ans, ce n'est pas 85 jours. À 10-12 ans, on voyait comment les choses se passaient ici. Il y a des catéchumènes qui venaient volontairement habiter Saint-Benoît. Tu vas habiter ici, oui, au catéchuménat. Tu vas au catéchuménat, tu apprends le catéchisme, tu es baptisé et tu vas au village Saint-Benoît, tu mènes des enquêtes. Si tu trouves qu'il y a une belle fille qui t'intéresse, tu mets l'œil, elle est là-bas. Le jour de baptême, on la baptise, tu te pointes, je prends cette fille-là, on te la donne. Les conditions de son admission au couvent. Elle était venue volontairement. Est-ce que c'est un homme qui est venu la déposer? Est-ce que c'est une femme de prêtre épousée en Gaïe ou en bas là-bas? Est-ce que nos pères qui ont amené nos mamans, elle est du groupe des femmes qu'on a amenées, qu'on est parti épouser, sans contact, sans rien, on l'épouse, on va déposer au couvent. Et là-bas, on apprend à cette femme-là comment il faut faire un lit, comment il faut faire la cuisine, comment il faut faire, comment il faut faire. Ça s'apprend par les religieux qui étaient venus en 1910, au même moment de la création du village Saint-Benoît. Les franciscaines missionnaires de Marie sont venus en janvier ou juillet, quelque chose comme ça là, 1910. Elles ont commencé à éduquer les filles. Voilà comment on est à la maison. Les filles qui étaient encore jeunes, on les a envoyées fréquenter à l'école. Celles qui étaient déjà âgées, mûres, adolescentes, elles faisaient les travaux des sœurs. Apprendre la couture, apprendre le jardinage, apprendre. Les garçons qui étaient admis au pensionnat ne pouvaient pas aller sauter le mur, aller voir les filles là-bas, c'était interdit. Un jour, en 1942, le gouverneur général Eboué, qui visite le Congo, il a beaucoup entendu parler de Saint-Benoît. Saint-François-Xavier s'est effacé. Il n'y avait plus beaucoup de gens à Saint-François-Xavier. Le village le plus important, c'était devenu Saint-Benoît, où il y avait beaucoup d'habitants. Là-bas, il y avait que les religieuses avec les filles au couvent. Les prêtres. Et puis, les prêtres
avec les garçons pour le catéchisme. Je suis l'élève qu'on a mis sur l'estrade pour prononcer les discours à l'arrivée du gouverneur général Eboué. Je suis cet élève-là. Mais cet enfant-là, à son âge-là, il prononce maintenant les discours. Les discours, c'est la récitation. Est-ce qu'on se comprend là? On se comprend. Il fallait être né en 1930 pour connaître cette histoire-là. Le général arrive, on le fait visiter la mission, on l'amène chez les prêtres, il voit comment les prêtres sont là, comment ils vivent et tout ça. On l'amène chez les sœurs, au couvent. Il était ému de voir ce qu'un homme ne doit pas voir. Des poitrines, des rondelettes, tout ça nu. Parce qu'on n'était pas bien habillé à ce temps-là. Des petits pannes là, tout ça c'était nu. Alors il était scandalisé. Et nous autres là, on suivait. Nous aussi on était curieux. Et moi c'était la première fois que je vois aussi ce que le gouverneur général avait vu. Ce qu'il avait scandalisé. Bon, alors, il dit, oh là là, mais pourquoi ça? Et je pense qu'il avait dit à l'intérieur de lui-même que plus jamais ça. Parce que les poitrines nues des jeunes filles de 15 à 22, 23 ans, nues, quel effet ça fait à un homme? Il a demandé une explication sur place. Et l'explication lui a été donnée. Ce sont des jeunes filles qui sont au couvent, qui attendent le baptême et le mariage pour partir. Et non. Mais ce sont des adolescentes. Et on était obligé de les renvoyer. L'évangélisation a considérablement influencé le mode de vie des populations. Ceux qui partaient à l'église devraient, selon les principes bibliques, adopter un comportement exemplaire. S'intéresser aux danses folkloriques était un péché, car danser, c'est appeler le diable. Certains rituels très fondamentaux dans la tradition bougie étaient également interdits. Bref, depuis ces moments, ce peuple a commencé à se détacher de sa tradition, de ses croyances. Au finish, sa perception des choses n'était plus la même. L'homme noir a un lavage de cerveau. Le prêtre, quand il est venu, il a demandé la place et on lui a donné la place. Il voulait maintenant s'emparer de tout. Quand Monenzo le recevait, il a organisé la danse Kébé-Kébé, qui était une danse traditionnelle et puissante pour nous. À la fin, le prêtre pose la question de savoir à Moné qui est dans la raffia là. C'est un homme, non? Comme on te l'a dit. Moné a dit non. Dites-lui que ce n'est pas une personne, c'est un diable. En entendant le mot diable, le prêtre était ému. Oh, diable, c'est vrai. Non, c'est pas vrai, c'est une personne. Attends, je te donne un rendez-vous pour te démontrer et te faire voir. Même là où on va s'habiller, ou bien le secret, je vais te le dire après. C'est pas ici. Le jour J, le prêtre amène toute la mission, tout ce qui était chrétien là-bas, en bas là-bas. Il a amené tout son village pour aller assister au Kébé à la réception à Issimbi. En honorant le prêtre pour faire sortir le masque qu'on a appelé Père, Moné Père. Les mots chantaient, que Moné nous avait donné. Parce que le prêtre était habillé en blanc. Comme le prêtre avait le rendez-vous de tenir
d'aller à Monet de lui donner l'autorisation d'aller toucher, ou bien d'aller palper, ou bien d'aller voir de près le masque. Monet a dit, assois-toi, je vais te faire voir, je vais te faire montrer ça. Et Kébé sort, Monet était là, dans ses miracles à lui. Et Kébé se lève, il va devant. Vient d'abord fourrer entre eux, leur embrasser ici, entre le prêtre et son père. Là, c'est tout le fils à Monet lui-même. Le prêtre le parlait maintenant. Et j'ai vu, ça c'est une personne, ça va. L'homme est parti, le masque est sorti, et puis il est parti se mettre debout là-bas. Pour commencer la danse, pour faire des tournois, il s'est levé. Le prêtre était là, assis à côté de lui. Il se lève, il prend la lance. Il fait un pas, 2 pas, le 3e pas, il s'arrête. Dès que la masque court, va aller. L'homme envoie sa lance. Il retire la main, il lance, pas sur le dos. Tout le village, tous les danseurs, toutes les danseuses. C'était la débandade. C'était la débandade. Ils ont éclaté les pleurs. Ya, Monet a tué. Le masque est sorti, sauté, il est parti, tombé là-bas. La lance était tout à fait fixée jusqu'à la terre. Il tourne. Le monde, le peuple pleurait. Tout le monde pleurait. Yeah, Monet a déjà assassiné. Il prend son couteau, il donne au prêtre. Il dit, bon, va déchirer les raffias. Tu vas voir l'homme là, je l'ai déjà tué, il est là mort. Le prêtre, avec son courage, il prend le couteau, il va déchirer là-bas. Il n'y a rien, il n'y a que la lance qui était enfoncée sur une boule de kaola. C'était le sang qui coulait. Personne n'était. Le prêtre sort là, il dit, Satan, allez, tous ceux qui sortent de moi, allez, en direction de la mission. Personne ne doit plus rester ici. C'était Satan. Ils sont dedans de fuir. Le prêtre a fui jusqu'à la mission. Pour lui faire preuve, Monet dit, oh, mais c'est un petit qui vient m'emmener dans ma zone à moi, quelle position je vais lui donner. La première construction de l'église Saint-François Xavier de Boundi était en paille. Dès qu'il arrive à moins d'1 kilomètre, non? L'église prend feu en bas. Il n'y avait personne là-bas. Tout le monde était parti à ici. Mais pourquoi ça a pris feu? On court là, c'est fini, le document, la documentation des prêtres. Le tout était brûlé. C'est là où le prêtre a eu peur de Mwenenzo, grand-père de Mwenen Nono, celui qui a mis le père de Nono en naissance. Mwenen Théodore et le père de Théodore Ngono. Et le Québec a résisté. Le prêtre n'a pas trouvé de solution. Il était dépassé. Il a pris d'autres traditions au Kéra, au Touareg et Fende, sauf le Québec. Jusqu'alors, le Québec a sa puissance. Il fallait inculquer des nouvelles habitudes sociales à cette communauté chrétienne, qui du reste est appelée à s'épanouir. Tu sors de Saint-François-Xavier. Monsieur et dames, vous venez à Saint-Benoît, il y a des règles qu'il faut respecter. Et c'est ce qu'on a inculqué à ces gens-là. Le matin, tu te lèves, tu dis la prière. Et c'est obligatoire. Tu dis la prière. Et tu te mets au travail. Les champs. Le travail de la mission. C'est la femme que tu as eue à Saint-François-Xavier. Était une femme que tu devais épouser, tu rembourses les frais de dot de cette femme-là, tu rembourses au prêtre. Si c'est une femme, est-ce que je me fais comprendre? Oui, on comprend bien l'histoire. Et si c'est une femme qui a été achetée, on te fait travailler au bénéfice de la mission. Et ce sont les prêtres eux-mêmes qui faisaient l'équivalence du taux, la valeur de la femme. Se laver les mains le matin avant de manger. Savoir parler français. Ou tout au moins comprendre le français. Parce que vous devenez comme des citoyens
d'une certaine contrée, la contrée de Saint-Benoît. Vous devenez comme des... Voilà, le vrai mot c'est l'élite. Quand on a attrapé les gens qui ne payaient pas les impôts, quand on a enchaîné les gens pour les amener en prison à Evo, aucun habitant de Saint-Benoît devait subir ce traitement-là. Parce que ils sont les habitants de la contrée de Saint-François-Xavier. Saint-Benoît dépend de Saint-François-Xavier. Les habitants de Saint-François-Xavier, de Saint-Benoît, sont contrôlés par la paroisse Saint-François-Xavier. Donc les prêtres. Moi, on m'appelait païen. Qu'est-ce que j'avais fait? Oui, on était maltraités. Même se laver avec les grands, c'était difficile. Parce qu'on a toujours peur de toi qui n'étais pas chrétien. On te critiquait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. J'ai grandi là, hein, je vous dis. J'ai supporté. Hein. Je ne me suis pas baptisé. Mais à la longue des temps, quand on parlait de Dieu, Dieu est partout. Oui, j'ai rencontré la religion musulmane. Je suis baptisé à la religion musulmane. Le village est devenu cosmopolite et voilà. Tous les sens sont venus ici. Des féticheurs, des voleurs, des griots. Et Saint-Benoît est devenu comme un village ordinaire qui a perdu son éthique. Les gens que tu vois qui ne respectent pas la vie et qui ne respectent même pas Dieu aussi. Maintenant, il y a tous les dieux ici. Saint-Benoît est gaspillé. Tous les dimanches matin, vous partez à l'église. L'après-midi, vous partez pour l'adoration. À l'église, voilà votre vie est celle-là. Si tu as une femme qui est restée au village et que tu voudrais te marier avec elle, tu vas la chercher. On te donne l'occasion d'aller la chercher directement au couvent. Elle n'habite pas avec toi. Elle habite au couvent. 2 ou 3 ans au couvent. Pas de contact, pas de relation, rien. Une fois mariée, elle te rejoint et vous êtes à Saint-Benoît. Il y a eu un chef que le père Prat a choisi. C'est son travailleur, M. Paul Ongonde. Et quand il est mort, c'est son fils, le moniteur Camille Ongonde, qui a fait l'association, qui est devenu 1. Moniteur de l'enseignement, 2. Chef de village, Saint-Benoît. Jusqu'ici, sous le monopole des missionnaires, Saint-Benoît, de plus en plus grande, attirait le regard de l'administration coloniale. Ceux qui y vivaient, chrétiens ou non, aspiraient à une autonomie économique. Certes, le travail de Dieu paye au paradis, mais dans cette cité chrétienne, les gens avaient aussi besoin d'argent pour leur bien-être social. Après 100 ans d'existence, la vie de Saint-Benoît se modernise peu à peu. Grâce à la politique de municipalisation accélérée, traduite en actes par le gouvernement congolais dans le but de désenclaver l'arrière-pays. Bundji, comme d'autres sous-préfectures, a bénéficié de certains projets tels que sa connexion au grand réseau électrique d'Imbulu, le bitumage de la route Ubuya-Bundji, l'installation du centre émetteur TV, les infrastructures administratives et bien d'autres. Plusieurs églises se sont installées à Bundji depuis quelques décennies, mais l'attachement des populations à l'église catholique est resté constant et particulier. De plus en plus nombreux, les jeunes filles et les jeunes garçons s'engagent à la vie religieuse. Il y a des gens qui sont toujours attachés
malgré cette naissance-là de plusieurs églises de réveil. Mais l'enfant de Boundji est resté attaché à son église. La preuve, vous avez vu ce matin. Grâce à ses atouts, entre autres son patrimoine religieux, son histoire passionnante, sa riche culture, à la croisée de deux traditions, Mboshi et Teke, Saint-Benoît attire de nombreux chrétiens et devient ainsi un lieu de pèlerinage. Ici, à l'ancienne mission, le patrimoine religieux a été détruit en partie avec l'usure du temps. Les quelques bâtiments qui ont résisté ont été réhabilités par les prêtres franciscains dans cette chapelle. La mythique école catholique de Boundji, qui durant près d'un demi-siècle s'est illustrée dans la formation de l'élite congolaise, avait été brutalement fermée et nationalisée. Toutes les écoles conventionnelles à l'époque avaient subi le même sort. La tombe de Jacques Opango, grand homme politique congolais, et le site de Bilibar, situé au bord de la Lima, à quelques minutes de Saint-Benoît, font partie des endroits touristiques. Ce campement de récolteurs de Moulingue met en valeur des habitudes alimentaires qui rappellent le passé Mboshi. Ces valeurs traditionnelles que nous continuons à conserver. Vous voyez que les gens boivent avec des calebasses, il n'y a pas le verre, il n'y a pas l'assiette, il n'y a pas la fourchette. Les gens qui viennent ici, ils ont tellement vécu chez les Blancs. Dès qu'ils reviennent ici, on les impose de revenir au naturel. En tout cas, c'est même ça. Quand on est à Boundji, on vient souvent à Bilibar. C'est toujours un centre reposant, agréable, du bon vin pour ceux qui le consomment. Et ils mangent aussi des belles choses, surtout la préparation du manioc qu'on appelle Ongingi Amboshi, qui est rare. C'est un lieu où l'esprit souffle. C'est la nature, c'est la vie traditionnelle, c'est, vous voyez, des mabokés tout frais qui sortent de la rivière qui est juste là. Vous avez un peu de vin de Molengue qui sort de la même forêt. C'est un peu un moment de détente tout à fait dans l'air du temps. C'est un moment quasi historique, je dirais même très historique, parce que ici est passé le président Marien Ngouabi et beaucoup de personnalités ayant exercé de hautes responsabilités dans notre pays. Et je pense que c'est un site qui mérite d'être valorisé. Au-delà de 100 ans de vie, Saint-Benoît, son histoire, fait l'objet de profondes réflexions et analyses, afin d'exhumer ce passé passionnant et plein d'enseignements qui jusqu'ici, dans certaines pages, nous échappent. À travers ce documentaire, nous évitons juste l'oubli, et ce travail mérite d'être complété.